Amis culturels, bonjour et merci d'être des nôtres Cultura de ce jour. Pierre Tsimou qui nous arrive avec Destin singulier, un recueil de nouvelles paru aux éditions, voilà, il faut dire King Direct Publishing, c'est en tout cas en anglais. Mon cher Pierre, tu nous as emmené très loin, voilà, tu nous emmènes là déjà en anglais, c'est bien. Alors, Destin singulier, il faut dire, donc c'est un recueil de Pierre Tsimou et nous allons donc, avec Pierre Tsimou, échanger autour de cet ouvrage. Bonjour Pierre Tsimou. Bonjour Sauve. Voilà. Merci donc de répondre à cette invitation de Cultura. Il faut dire, Pierre Tsimou, que vous n'êtes pas le dernier, n'est-ce pas, des écrivains, vous n'êtes pas aussi le premier, mais en tout cas, vous êtes déjà un de ceux qui ont réussi à voir, n'est-ce pas, les pieds sur un grand piédestal. Et il faut dire qui aujourd'hui, n'est-ce pas, nous emmène et nous place dans cette lumière. Il faut dire que c'est l'une de ces étoiles qui composent la littérature congolaise. Merci. Et on sait que dans la gibecière que vous avez déjà, nous avons La flûte du cœur, paru aux éditions L'Harmattan en 2012. Pétrin, Fétrin et Destin en balade aux éditions L'Harmattan. Les déboires de Patrice Liqueur, édition L'Harmattan 2013. Un bébé pas comme les autres, enquête et conquête de plaisir. Njélé, l'ange de la bête. Tremblement de terre au ministère des Affaires alimentaires. Mon cœur, ma plume et ma muse s'amusent. Et nous avons cette kyrielle, n'est-ce pas, du titre ici avec nous. Mais particulièrement, Pierre Tsimou, je vous reçois pour échanger avec vous autour de Destin singulier. Oui. Et nous n'avons pas un destin singulier, mais nous avons des destins singuliers. Nous avons déjà la marque plurielle, n'est-ce pas, sur le titre que vous nous proposez, Destin singulier. Et comme l'on sait naturellement que ce recueil de nouvelles nous présente 9 nouvelles, alors à chaque nouvelle son destin. Ah oui, absolument. Merci Sauve Gérard. Merci de l'occasion que vous nous donnez de présenter une fois de plus notre production, mais particulièrement Destin singulier. Vous avez insisté sur la pluralité des destins, oui, parce que chaque humain a un destin. Et dans la panoplie des nouvelles que nous avons ici, nous avons également une pluralité de destins. Chaque nouvelle a plusieurs destins. Or, nous avons un recueil de 9 nouvelles. Vous imaginez le nombre de destins qui se sont croisés, qui se sont chevauchés à l'intérieur. Donc, nous allons ensemble découvrir la quintessence des différents Et parlons naturellement de ces nouvelles. Je citerai donc la première qui est Kijikasa, Kijisaka, Moudouma et Sidonie, Philomène, un phénomène, Espace 22 ou Kamoké, le match de la dernière chance, Belle comme une prune, dans la tourmente, quand un cocu perd la tête, il en paye la dette. Et le dernier, donc la dernière, pour ne pas dire la 9e nouvelle, c'est la comédie du pouvoir. Alors, déjà, lorsqu'on regarde, et il faut dire que ce recueil, n'est-ce pas, est précédé d'un avant-propos qui vous revient naturellement, vous l'auteur, et d'une préface, donc, qui est celle de notre collègue, Julien Makaya, et une préface qui, ma foi, en dit long sur la quintessence des 9 nouvelles. Alors, tout à l'heure, je disais, lorsqu'on lit ces titres, Kijisaka, Moudouma et Sidonie, Philomène, un phénomène, Espace 22 ou Kamoké, le match de la dernière chance, Belle comme une prune dans la tourmente, quand un cocu perd la tête, il en paye la dette, la comédie du pouvoir, et là également, on peut s'imaginer le reflet de ce miroir qui nous présente naturellement tout ce que peut composer la société humaine, la cité humaine. Je ne dirais pas la société congolaise, la société africaine, mais en tout cas, je parle de la société humaine, puisque lisant vos 9 nouvelles, je me suis aperçu que vous n'êtes pas seulement resté dans votre espace quotidien, imminent, mais également, vous avez réussi à nous emmener dans d'autres univers, Pierre Tsimou.
Oui, le travail, si l'on peut l'appeler ainsi, de l'écrivain, c'est avoir le regard au niveau de la société. Or, la société est régie par un certain nombre d'événements, un certain nombre de comportements dans plusieurs secteurs d'activité et dans plusieurs milieux de la société. Voilà pourquoi nous avons parlé du football, nous avons parlé de l'éducation, nous parlons littérature, voyage, politique, nous parlons théâtre, nous parlons musique, nous parlons d'un peu de tout, parce que c'est cela le quotidien, c'est cela l'ensemble de ce que l'humain est appelé à rencontrer dans la sphère d'action, dans la sphère d'activité qui est la sienne. Voilà, sauf Gérard, ce qui explique cette pluralité des destins et cette pluralité de thèmes abordés à travers cet ouvrage. Il vous revient naturellement, pour les besoins de l'information des téléspectateurs, de cibler quelques nouvelles, puisque nous n'aurons pas le temps. Naturellement, Pierre Semou, nous allons parler d'abord du Kijisaka. Et lorsqu'on lit Kijisaka, on sait que là, l'auteur, pour ne pas dire le narrateur, nous conduit dans ce que nous appellerons la gestion de la chose publique, pour ne pas dire la gouvernance de la cité, oui, du pouvoir. Ici, il est question du pouvoir, où nous avons il faut dire, un empereur, sinon un président qui a toutes les allures d'un empereur, qui va rencontrer l'opposition de son neveu. Okay? Il faut dire qu'il a eu dans ses mains, qu'il a eu dans ses bras, qui a grandi, mais qui au finish réalise que cette gouvernance est mal gérée. On ne peut pas dire que la chose publique est mal gérée dans cette cité. Et on arrivera finalement à tout le remue-ménage que l'on peut lire entre les lignes. Oui. Évidemment, merci d'avoir commencé par la première nouvelle. Oui, nous ciblons la gouvernance, parce que nous aspirons à la bonne gouvernance. Mais nous avons ciblé la gouvernance, et vous avez relevé le fait que l'empereur, le principal personnage, celui qui est au pouvoir, au départ, avait une gestion qui a été applaudie par le peuple, mais au fur et à mesure qu'il avançait dans la gestion du pouvoir, les pesanteurs, probablement exogènes ou endogènes, l'ont amené à se démarquer de ce plébiscite qu'il avait au départ, lequel plébiscite était partagé par ce neveu qui, sous la bannière de ce qu'il aura été, pas par complaisance, mais parce que, évidemment, il méritait, en tant qu'apprenant, en tant qu'étudiant, d'aller poursuivre ses études à l'étranger. Et donc, quand ce neveu s'en va, il laisse son oncle au pouvoir, mais en train de gérer conséquemment le pouvoir. Et depuis l'étranger où se trouve le neveu, il apprend que la gestion du pouvoir n'est pas aussi belle que lui le prétendait. Mais il défend urbi orbi la gestion de son oncle, dont il savait qu'elle était une gestion efficiente. Au fur et à mesure que le temps passe, il a des éléments qui lui apprennent par les réseaux sociaux, par des coupures des journaux, que la gestion était chaotique. Il avait la preuve de la mégestion et il prend donc la résolution de descendre au pays pour régler ces choses. Il voulait d'abord redorer le blason terni par l'oncle en se disant « c'est la famille, alors je ne peux pas accepter qu'on traîne l'honneur de la famille dans la boue ». Mais de l'autre côté, il y a ceux qui tiennent les rênes, qui soutiennent le pouvoir, qui sont les Occidentaux, qui estiment que celui qu'ils ont placé ne fait plus selon leurs attentes, et donc il faut mettre à sa place quelqu'un d'autre, qui plus est de la lignée familiale de l'empereur qui était au pouvoir. Mais il est dans le Pacifique, notre jeune étudiant en formation. Dans le Pacifique, il y a l'influence de la philosophie d'Indira Gandhi
du Mahatma d'abord, le Mahatma Gandhi, et donc le partisan de la non-violence. Et lui, il s'imprègne, il est dans cette religion, il est donc partisan de la non-violence, et il dit à ces Occidentaux qui veulent qu'il aille au pays changer la donne, pour dire oui, je vais, mais pas de violence. Moi, je prône, je suis un adepte de la non-violence, et je suis capable d'assurer cette transition vers la meilleure gestion de la cité, mais sans qu'il y ait de la violence, de quelque nature que ce soit. On le lui accorde, on le lui concède, et il revient au pays, d'abord, pour qu'en famille, il échange avec l'oncle, qui est le magistrat, qui est l'empereur au pouvoir, pour lui dire qu'il exagérait dans ses manières de faire. Il avait constaté un comportement de nature à favoriser le clientélisme, de favoriser le tribalisme, jusqu'au nombrilisme. Le nombrilisme, merci bien, on sent que vous avez vraiment lu l'ouvrage, jusqu'au nombrilisme. Et donc lui, il est choqué. Il dit, je n'ai pas eu besoin d'être votre neveu pour briller. Et donc d'autres Congolais sont tout aussi brillants que moi et qui peuvent être à vos côtés pour gérer. Mais je constate qu'il y a beaucoup plus le cercle familial restreint qui vous entoure pour gérer. Et donc depuis l'étranger, cela m'a gêné et je viens participer du changement de cette manière de gérer. Malheureusement, l'oncle, dans sa logique, a estimé que ceux qui sont placés là, ils ont beau être des parents, ils ne sont pas moins compétents que les autres dont tu souhaites la présence dans la gestion. Et comme ils ne se sont pas entendus, il a mis en branle ce qu'il avait appris comme système d'accession au pouvoir sans la violence. C'est ce qu'il va réussir avec ce que vous avez appris et que les lecteurs découvriront cette manière pacifique d'amener l'oncle à laisser le pouvoir sans effusion de sang, sans qu'il y ait brisure quelque part, sans qu'il y ait bras de fer ici et là. Et il a pris le pouvoir, il a donc préservé la paix au niveau de l'Empire, il a préservé l'image de la famille, parce que celui-là qui est neveu, dont on pouvait dire, dans cette famille, ils se comportent tous comme des terroristes, non, il n'est pas question. L'oncle n'a pas entendu raison, mais il a compris et il a cédé, et me voici dans la nouvelle donne de gestion du pouvoir. Alors, Pierre Tsemou, il faut dire que nous sommes là dans Les Destins Singuliers, qui est un recueil donc de votre nouvelle, pour nos amis téléspectateurs qui viennent de nous prendre, n'est-ce pas, déjà en cours déjà d'échange. Alors, ce que j'aimerais faire remarquer dans ce recueil, c'est lorsqu'on a lu la nouvelle Moudouma et Sidonie, lorsqu'on a lu la nouvelle Philomène, un phénomène, lorsqu'on a lu Espace 22 ou Kamoké, lorsqu'on a lu Belle comme une plume dans la tourmente, quand un cocu perd la tête, on a le sentiment que le sexe gère ou est au centre de notre société, ou est au centre, n'est-ce pas, de l'univers que nous retrace, que nous dessine le narrateur dans l'univers chez Pierre Tsemou. Oui. Alors, quelle est finalement aujourd'hui la place? Naturellement, il faut dire que vous êtes en train de matraquer ces mauvaises en fait pratiques. Il faut le dire. On est dans ce qu'on appelle vulgairement la promotion canapé pour ce qui est de l'université ici. On est dans l'échange, n'est-ce pas? L'échange ou ce qu'on appelle vulgairement également les notes sexuellement acquises. On est dans... Et donc, toutes ces pratiques que vous martelez avec beaucoup de virulence, alors, Pierre Tsemou, on a bien envie de savoir, finalement, la place du sexe dans cet univers. Eh bien, le sexe est à sa place. Ou le commerce du sexe, si tu veux. Oui, mais vous n'avez pas tort de parler du sexe. Le commerce du sexe
là, on met le sexe comme complément du nom commerce, et donc, vous auriez là mis en exergue le commerce. Non, je préfère la première donne. C'est le sexe qui est au centre de l'univers. Allons-y. Le sexe est au centre de l'univers parce que le sexe est au centre de la vie. Il n'y a pas de vie sans sexe, il n'y a pas de sexe sans vie. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Voilà pourquoi, dans la plupart de ces nouvelles, nous mettons en relief l'importance du sexe, la gestion du sexe, pour que demain, ceux qui en abusent comprennent que ce qui est utilisé comme moyen de reproduction de la vie ne devrait pas être autrement utilisé comme cela se passe. Vous avez cité l'école. Non, le milieu de l'éducation, c'est un milieu moralement, j'allais dire, un milieu où la chasteté doit être de mise. Or, aujourd'hui, dans les établissements, vous partez des collèges, au lycée, jusqu'à l'université, le sexe pour nos jeunes filles, nos enfants, nos sœurs et nos épouses, pour d'autres qui les ont déjà à l'université, eh bien le sexe est utilisé et mal utilisé. Vous n'avez pris que le féminin, Pierre Thibault. J'ai pris le féminin, je viendrai au masculin, ils ne sont pas aussi innocents que cela. Nous avons des cas, oui. Lorsqu'on prend Belle comme une prune, comme une prune, on oui. sait que l'acteur principal, c'est un homme. Voilà. Oui, mais permettez que je dise du sexe féminin ce que les hommes font. Naturellement. Ce que nous faisons. Et à tort et à travers, nous prenons donc le sexe de la femme comme moyen d'assouvissement de notre pouvoir, la phallocratie. Et donc je dénonce cette manière de faire, d'utiliser le sexe comme objet de plaisir pour faire que nos filles, nos sœurs deviennent finalement des jouets entre les mains des hommes. Des choses, en fait, il y a la chosification. Et exactement. La chosification Donc, je dénonce cela, c'est pratique. J'en parle en connaissance de cause. J'ai été enseignant jusqu'à 2016, pendant près de 40 ans. J'ai eu l'occasion de côtoyer des enseignants, moi-même en tant qu'enseignant, mais aussi j'ai eu l'occasion d'avoir des révélations, des plaintes des élèves filles, des parents d'élèves, lorsque j'étais désormais administrateur, directeur des études ou proviseur, ou plus tard inspecteur. Eh bien, j'ai eu l'occasion d'enregistrer des plaintes des comportements d'hommes, les enseignants surtout, qui harcelaient les filles. J'ai dénoncé cela dans une ou deux nouvelles. Mais comme vous l'avez relevé, il n'y a pas que les filles qui sont objets, encore que certaines filles, elles-mêmes, elles sont là comme des allumeuses. Donc c'est par leur faute que les hommes qui ne sont pas maîtres de leurs pantalons sont obligés de courir après elles. Mais il y a de l'autre côté ces hommes qui ne sont pas maîtres de leurs pantalons et qui oublient le sacerdoce, que lorsqu'on enseigne, l'enfant qui est là, quel que soit son sexe, c'est son enfant. Et donc on n'a plus un autre comportement à afficher devant cet enfant qui est le sien qu'un comportement moralement recommandé. Eh bien, il y a là, au collège, au lycée et surtout à l'université. Alors là, à l'université, c'est un univers chuté sur le plan moral. Imbus d'eux-mêmes, estimant qu'ils ont suffisamment de moyens pour terroriser la gent féminine, eh bien, ils font ce que vous avez appelé la politique des notes canapé, où vous passez sur le canapé de l'enseignant pour passer en classe supérieure, pour mériter l'unité de valeur, sinon vous êtes cloué. Sauf Gérard, je suis au regret de dire, avec une amertume de parents d'élèves, mais beaucoup plus d'éducateurs, de vous dire qu'il y a 1001 exemples de terroristes sexuels à l'université et qu'il y a plusieurs demoiselles, plusieurs étudiantes qui ont arrêté
leur cursus universitaire à cause À cause des de ces harcèlements pratiques. sexuels venant des professeurs, maîtres de conférences, des professeurs titulaires, des maîtres assistants, des assistants. On peut encore comprendre que la jeunesse de certains universitaires puisse les amener sans les justifier et accepter ce qu'ils font, qu'ils mènent des démarches vers cette jeunesse féminine parce qu'ils voudraient avoir une épouse demain. Mais quand ceci vient des octogénaires, des septuagénaires, des sexagénaires qui ont déjà leur foyer, je trouve que c'est criminel que d'hypothéquer le destin de ces jeunes filles. Voilà pourquoi j'ai mis au centre de 2 ou 3 nouvelles ces comportements, d'une part de ces demoiselles très légères et d'autre part de ces hommes pas mettre de leurs pantalons. Voilà. Naturellement, pour tout de suite prendre un exemple à ce que vous mentionnez, l'univers Chuter. universitaire qui a totalement chuté, je m'en vais à la page 86 où nous avons la nouvelle Belle comme une prune. Donc la page 86, deuxième paragraphe. Oui. Et il faut mentionner que déjà nous avons comme personnages ici principaux l'enseignant, donc le professeur Kuti Boutou, Kwiti Aboutou. qui est l'acteur principal ici, en plein harcèlement à l'endroit de Métier. Hein? Voilà, donc Chrysomone, il faut dire Chrysmone Métier. Ah, donc, deuxième paragraphe, le narrateur nous présente ceci. Chrysmone Métier eut sa sanguesue parmi ces crocodiles de Bayardelle dans le marigot du département de philosophie. Elle avait toujours repoussé sa cour, d'abord douce, presque paternaliste, comme s'il voulait la protéger d'une agression de ces jeunes cholapins docteurs mordant la jante féminine. Puis la cour devint agressive quand il se rendit compte qu'elle l'évitait de plus en plus. Et il attendait au tournant, puisque devant diriger ses travaux de thèse doctorale, dont le sujet devait trouver de la matière essentielle dans sa thèse d'État soutenue il y a 20 ans en France. 6 ans qu'il lui courait après, le professeur Lambert Kuti-Boutou avait une bouille de croque-mort. Comment, se mirant devant la vérité de son phénotype, pouvait-il croire séduire Chrysmone Métier qui avait éconduit des jeunes Apollons universitaires avec lesquels elle aurait pu plus tard convoler en de joyeuses noces. Il était chef de département et savait qui faisait quoi et avec qui. Il savait qu'il avait moins de chances que bien de prétendants, même s'il soupçonnait l'un d'eux, sans en avoir la preuve formelle de lui voler la vedette, alors que lui détenait la clé du succès final. Je m'arrête là, Pierre Timon. Oui. C'est un paragraphe, n'est-ce pas, qui nous édifie substantiellement sur ces pratiques que vous venez de mettre sur la sellette. D'autant plus que ce professeur, chef de département, était son directeur de thèse. C'est très grave, cette manière de faire. Et il a poursuivi la petite, heureusement vertueuse, d'une intelligence inouïe, qui a résisté jusqu'au bout, jusqu'à ce que la soutenance, avec la présence d'un jury international, puisse épater pour amener en réalité ce professeur à tirer les lauriers, parce que c'est lui qui l'a bien encadré. Mais vous voyez, à la fin, il est heureux, mais malheureux. Heureux parce qu'elle arrache la note maximum possible, avec une mention très honorable, mais à la fin, le charmant prince, l'élu du cœur de Chrysmone Métier, venu de France, un médecin en formation, est là pour la photo de famille et elle en profite pour présenter aux membres du jury son élu de cœur. Vous comprenez donc, par cette chute-là, nous avons voulu montrer à ce professeur, est-ce terrorisme sexuel, qu'il ne pouvait pas, du haut
de la magistrature universitaire hypothéquer le destin sentimental de son étudiante. Et même le destin professionnel, puisque après, Oui. au terme, il faut dire, à l'issue, n'est-ce pas, de ce succès, on sait que Chrismon Métier deviendra également, va obtenir la chaire de philosophie, n'est-ce pas, dans une université dans la métropole. Exact. Amis culturels, donc nous sommes là avec Pierre Thiemou sur le plateau de Cultura. Il faut dire Pierre Thiemou est arrivé sur le plateau de Cultura avec ce recueil de nouvelles, Destin singulier, qui est composé de 9 nouvelles. Pierre Thiemou, je ne vous ai pas dit essentiellement qui vous étiez, mais je dirais, j'espère qu'après vous me direz le contraire de ce que je vais dire, que vous êtes né au Moyen Congo, je précise bien au Moyen Congo, voilà, un certain 15 juin, Ah oui. il n'y a pas très longtemps, on est d'accord. Et vous êtes un grand passionné, n'est-ce pas, des lettres et de l'écriture. Vous avez roulé, il faut dire, votre bosse pendant près de 40 ans dans le sacerdoce de Montaigne, auquel, il faut dire, vous avez été longtemps attaché, donc attaché au livre, et avec qui vous partagez l'amour, il faut dire, et les vertus aux apprenants. On le sait, pendant longtemps, ce sacerdoce, vous l'avez exercé et vous continuez à l'exercer. Je n'ai pas fini et il faut dire, avant d'embrasser, n'est-ce pas, la carrière d'écrivain comme poète. Aujourd'hui, vous êtes reconnu comme poète, vous êtes reconnu comme novelliste. La preuve, c'est que nous discutions ici de vos nouvelles, mais également dramaturge et romancier, puisque dans la kyrielle des titres que nous avons présentés, nous avons cité Tremblement de terre au ministère des Affaires alimentaires, qui est une comédie, il faut dire. Donc là, également, ça rentre dans la comédie. Également, nous avons Diélé, l'ange, l'homme et la bête, qui était un roman. Et alors, aujourd'hui, également, on sait que vous êtes couvert de quelques lauriers, tant au niveau national qu'international. Et pour nos amis culturels, c'est un bonheur pour nous, qu'un honneur de recevoir Pierre Thiemou sur ce plateau avec Destin singulier. Pierre Thiemou, qu'est-ce qui vous préoccupe lorsque vous prenez le stylo pour narrer une histoire, sinon pour nous partager vos sentiments substantiels dans un texte de poésie? Eh bien, le désir de dire au lecteur mon amour pour l'humanité, mon amour pour l'humain. Mon désir le plus ardent, c'est de voir tout le monde heureux. On ne peut pas comprendre qu'on ait une parcelle de pouvoir, d'amour, et qu'on ne puisse pas en user pour le distribuer, ce pouvoir-là, alentour. Quand je prends le stylo, quand nous prenons le stylo, c'est pour cultiver le bien, le beau, tout ce qui est bon. Ma préoccupation majeure, c'est de faire en sorte qu'à la fin de la lecture, celui qui faisait mal se dise « plus jamais cela ». Je n'aime pas trop l'expression « plus jamais ça », c'est tellement vulgaire et vague. Non, plus jamais cela, c'est précis. Je me suis mal conduit parce que je me suis miré à travers tel personnage. Finalement, je fais comme lui et à la fin, je risque de vivre ce que lui vient de vivre. Merci aux narrateurs, merci aux romanciers, merci aux poètes, merci aux dramaturges qui viennent me permettre de... Donc, ma mission en tant qu'écrivain, c'est de changer tout ce qui est noir en blanc, tout ce qui est ignoble en noble, tout ce qui est malsain en sain. Enfin, je dirais, mon désir d'écriture est proportionnel à l'amour qui bat et qui fait battre le cœur de chaque humain. Voilà pourquoi je prends le stylo. Le jour où, dans cet univers, dans l'espace-temps qu'il me reste avant d'aller découvrir un autre espace, le jour où donc je découvrirai qu'au Congo, qu'en Afrique, et que dans le monde, il n'y a plus un bruit d'armes, il n'y a plus des actes moralement répréhensibles, mon stylo n'aura plus sa raison d'être. J'aurais dit, mission accomplie, l'homme
est devenu humain au lieu qu'il soit le malin, l'ami du mal, donc l'animal qu'il est aujourd'hui. C'est ce que je constate. Je prends le stylo tant que les humains se comportent comme des animaux. Monsieur Sauve-Gérard, pas plus tard qu'hier, j'ai assisté à un comportement moralement répréhensible et qui ne peut pas perdurer. On ne peut pas comprendre que sous le prétexte de la Covid-19, puisque les académiciens nous ont permis désormais de trancher sur cette histoire-là, sous prétexte du coronavirus, que l'on puisse traquer un bon citoyen qui sort de chez lui juste pour jeter dans une poubelle publique le trop-plein et qu'on lui mette la main dessus parce qu'il ne porterait pas de bavette. Ce n'est pas normal. On est agent de l'ordre, chargé du désordre. Je ne peux pas l'accepter. Donc ne soyez pas surpris que le prochain livre qui est en chantier puisse dénoncer ce genre de comportement. Il y a un poème, aussitôt que j'ai vu un poème d'une vingtaine de vers a germé dans mon esprit pour dire que demain, ne refaites plus la même chose. Exercez ce pourquoi vous avez été placé là, c'est de l'ordre. Mais si vous utilisez l'ordre pour créer le désordre, ce n'est pas normal. Voilà. Donc, Alors, Pierre Sémour, lorsqu'on vous écoute, vous nous donnez ce sentiment vous aspirez d'abord à une société parfaite, humainement parfaite, et pensez-vous qu'une société humainement parfaite est possible? Tout est dans la tête des individus. Vous avez parlé de la pluralité des destins. Eh bien, ce qu'il y a à regretter, c'est le fait qu'il est très difficile, même à son enfant, de dicter et d'obtenir un comportement vertueux. Mais c'est une aspiration. L'horizon est là, l'horizon fleurit, il y a des roses à l'horizon. Nous aspirons à aller vers l'horizon pour cueillir ces roses. Il est vrai que lorsque l'on approche de l'horizon, lorsqu'on croit avoir atteint l'horizon, on va se retrouver devant un peu de raisin, un peu de rose, oui, mais on va constater que cet horizon-là a encore reculé plus loin, puisqu'il y a encore des comportements là qu'on va trouver qui sont blâmables. Mais cela n'exclut pas le fait de rêver. Qui sait? Hier, on avait des comportements relativement élogieux des uns et des autres. C'est des hommes qui ont affiché ce genre de comportement. Mais ceux qui ont affiché ce genre de comportement, s'ils ont réussi à le faire, ils ont fait un effort sur eux-mêmes. Aujourd'hui, nos enfants, en s'inspirant de ces exemples-là, peuvent également le faire. Si chez Sauve-Gérard, ils cultivent le bien cultivé par Sauve-Gérard, à ceux qui l'ont reçu, va également être cultivé. Et ainsi de suite, nous pourrons l'obtenir. Cette société, on ne peut plus faire parfaite, même si la perfection n'est pas de ce monde. Je vous le conseille. Merci Pierre Sémour. Alors, nous revenons donc à Destin singulier et je vous invite à prendre au hasard un extrait pour lequel vous allez nous donner lecture. Je vais prendre un extrait à la page 70. 70. Page 70, vous y êtes? Voilà. Dans espace 22. Espace 22 ou Kamoké. Oui. Quel paragraphe? Troisième paragraphe, oui. Troisième paragraphe, ok, nous y sommes. Oui. Une mine de diamants, souriait Gusto, en se remémorant bien des années plus tard, tous les événements fastes qui, telle une manne céleste, tombaient sur la maison du destin de son beau-frère. En effet, venant de Paris, celui-ci avait reçu un titre de transport Brazzaville-Paris-Brazzaville, puis, par la même occasion, un transfert de 500 € pour se faire établir un passeport et obtenir un visa pour une évacuation sanitaire en bonne et due forme pour aller soigner une hernie discale.
toutes les démarches y afférentes étant assurées depuis le pays natal par un ancien apprenant du lycée de la ville de Terre-Jaune, devenu médecin et en service au CHU de Brazzaville. Merci, Pierre Semou. Alors, pourquoi Cet extrait, cet extrait? c'est un extrait qui, normalement, devait s'intituler, et vous avez l'intitulé au milieu de ce que j'ai ciblé, mais nous sommes à une émission. Un bien Pourquoi mal acquis. Un bien fait Un bienfait n'est jamais perdu. Voilà, c'est Un en bien fait le sous-titre de Exactement, sous-titre de la nouvelle. de la nouvelle, oui. Il se trouve que le héros de cette nouvelle est proviseur de lycée. Il a géré, comme il se doit, son établissement. Parmi les anciens apprenants, les anciens élèves, se trouvaient deux, dont un handicapé moteur et son aîné. Au sortir des guerres, il était difficile d'avoir dans le dossier officiel les éléments y afférents. Cet administrateur reçoit le père de famille avec ses deux enfants qui ont réchappé des guerres, mais qui n'avaient comme diplôme entre les mains que la vérité détenue par le père et qui a plaidé la cause de ses enfants pour que le proviseur puisse prendre ses apprenants. Et comme au sortir des guerres, toute application de la réglementation souffrait d'une certaine d'une non-application, j'allais dire. Toutes les instructions officielles ne pouvaient pas être de mise. Eh bien, le proviseur a simplement fait passer des tests aux deux apprenants, l'un en première et l'autre en terminale. Et voilà que, chemin faisant, cette année-là, celui qu'on a pris en classe de première, le handicapé moteur, caracole en tête des prestations, des performances scolaires. Il bénéficie des aides scolaires. Dans les propositions d'aide, le proviseur met le nom de ce handicapé, d'abord parce qu'il est handicapé moteur, mais ensuite parce qu'il est parmi les meilleurs. Ce qui permettra à cet enfant de passer en première sans problème. Mais son frère aîné, qui a été recruté en même temps que lui, il a fait le baccalauréat, il a réussi au baccalauréat à un moment où le pays pouvait permettre des bourses, et le voilà à l'étranger. Et au fur et à mesure que le temps va passer, l'ancien proviseur malade se retrouve au CHU, une évacuation, une prise en charge d'abord là, par son ancien apprenant, l'aîné de celui-là, j'allais dire celui-là, c'est-à-dire le handicapé moteur, qui entre-temps, puisque j'ai dit il y a plusieurs années, il a réussi à son baccalauréat, il a été à la fac des sciences, le voilà en France. C'est donc lui qui est en France, qui va recevoir l'ancien proviseur, qui, après les soins, va bénéficier d'un périple. C'est de largesse, en fait. Voilà. Des largesses. Des largesses qu'il avait faites à cette époque-là. Donc, un bienfait n'est jamais perdu. Il n'avait pas fait pour recevoir, mais il avait fait parce qu'il se devait de le faire, et le destin l'attendait quelque part, où, justement, ce sont ces anciens apprenants qui vont être au chevet de son état et qui vont lui donner un nouveau destin à sa vie. Voilà. Alors, Pierre Semou, dites-nous dans l'acte d'écriture ou d'écrire chez Pierre Semou, quelle est la marge de distance que vous prenez entre votre environnement immédiat, votre expérience de vie et également l'univers que vous nous décrivez Est-il une marge? Oui, il y a une marge. D'accord. Il y a une marge. J'évite qu'on ne me retrouve trop facilement à travers les personnages, mais en même temps, je me dis, il faut bien que je sois l'intermédiaire entre ce que je vois, ce que j'entends, ce que l'expérience au quotidien
m'amène comme information, je dois le mettre à travers les écrits. Voilà pourquoi vous trouverez dans les écrits de Pierre Ntsemou l'utilisation, pas abusive, mais de temps en temps, le je, J-E, première personne du singulier, mais qui ne traduit pas l'expérience de Pierre Ntsemou. Mais le je, c'est le jeu narratif pour parler, faire parler ceux dont les histoires peuvent renseigner les autres. Vous trouverez on, vous trouverez vous, vous trouverez il, parce que là je suis très loin. Mais en réalité, dans le on, dans le il, dans vous, il y a peut-être du Pierre Ntsemou là-dedans. Voilà le genre de distance que nous prenons pour dire ce qui est utile à l'univers, parce que nous ne sommes pas exempts de peccadilles dans le comportement. Merci Pierre Ntsemou. Il faut dire que, chers amis culturels, Pierre Ntsemou a été notre invité, l'invité de ce jour de Cultura. Et Pierre Ntsemou nous est arrivé avec Destin singulier, un recueil de nouvelles, il faut dire de 9 nouvelles. Merci beaucoup Pierre Ntsemou. Je vous en prie. D'avoir répondu à cette invitation de Cultura. Mais nous avons dit que ce n'est pas votre premier ouvrage, ce n'est pas votre premier fruit. Nous avons cité ici dans la criée des titres que nous avons, voilà, comme ça je dis, La flûte donc du cœur, La flûte du cœur aux éditions L'Harmattan, Pétrin, festin et destin en balade aux éditions L'Harmattan, c'est un recueil de nouvelles. Les déboires de Patrice Liqueur, une pièce de théâtre, nous l'avons donc déjà ici. Également, chez L'Harmattan, Un bébé pas comme les autres, chez L'Harmattan également, en 2018. Là, c'est un roman. Quête, enquête et conquête de plaisir, un recueil de nouvelles en 2018. Djélé, l'ange, l'homme et la bête, un roman en 2019. Tremblement de terre au ministère des Affaires alimentaires, une pièce donc de théâtre en 2019. Mon corps, ma plume et ma muse s'amuse également, c'est un recueil de poésie et destin singulier, un recueil de nouvelles. Merci Pierre Ntsemou, merci également. En tout cas, je sais très bien que votre source n'a pas encore tari et nous aurons encore de vos nouvelles. Un 10e est déjà là. Et bien voilà. Ligne. Merci donc certainement. Un rendez-vous pour très bientôt. Amis culturels, merci également de votre attention. Merci et nous prenons date avec vous pour samedi prochain 14h. En tout cas, passez une très bonne journée dans vos foyers respectifs et à très bientôt. Merci.